N'imaginez pas la chance que vous avez d'assister à cette rencontre. D'abord parce que vous allez rencontrer un très grand auteur américain, et franchement je mesure mes mots. Et parce que c'est la première fois qu'il parle publiquement en France de son livre qu'il présente aujourd'hui, édité aux éditions Gallimard, Au nom du bien. Donc je vous présente Jake Hinson. Bonjour Jake. Hi. C'est le seul mot anglais que je sais dire. Ouais. Donc je suis vraiment ravie, j'ai beaucoup de plaisir à retrouver Jake, avec lequel j'avais déjà animé une table ronde en novembre dernier dans un autre festival à Lamballe, en Bretagne, imaginez-vous. Et j'avais eu le plaisir de présenter le livre qu'il avait fait paraître auparavant, qui s'appelle Sans lendemain, toujours aux éditions Gallimard, qui était l'histoire d'une jeune femme. Ça se passe dans les années 40, l'histoire d'une jeune femme dans le Middle West qui vend des films dans des petites villes comme ça du Middle West et qui se trouve en prise avec un prédicateur fanatique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va retrouver ces histoires de prédicateurs, de religion, de pasteurs. C'est une des particularités des romans de Jake Hinson. Alors on va présenter notre auteur. Jake, vous êtes né dans l'Arkansas, vous avez été élevé dans une famille baptiste, très religieuse, élevé par un père diacre, diacre dans une église évangélique, et par une maman secrétaire dans l'église également. Donc voilà, ça fixe un petit peu l'environnement social, l'environnement affectif de notre auteur. Donc c'est un élément qu'on va retrouver dans les romans. Adolescent, vous avez commencé à lire des romans policiers et vous expliquez dans une biographie que Mickey Spillane est le premier auteur dans lequel vous vous êtes plongé. Vous dites j'ai découvert Bogart au même moment et via ces films je suis arrivé jusqu'à Dashiell Hammett et Raymond Chandler. Et c'est à cette période, vous dites, que j'ai loué en secret le film La mort sera si douce, en pensant qu'il s'agissait d'un porno soft. Et c'est ainsi que j'ai découvert Jim Thompson. Ce film étant adapté, vous le savez peut-être, du livre de cet auteur, qui s'appelle After Dark Might Switch, La mort viendra petite. Donc après l'obtention d'un master de création littéraire, vous avez enseigné dans différentes universités. Enfin, j'ai l'impression que ce n'est pas trop votre truc, d'après ce que j'ai lu. Et puis est arrivée l'envie d'écrire, et franchement, nous nous en félicitons, en tous les cas moi je m'en félicite. Vous avez fait paraître L'Enfer en France, L'Enfer de Church Street, qui a eu le prix Mystère de la Critique en 2016, et puis Sans lendemain, qui a eu le Grand Prix Littérature policière en 2018, toujours aux éditions Gallimard. Voilà, on a un petit peu planté le tableau. Alors si Sans lendemain se passait dans les années 40, Au nom du bien est un livre qui se passe actuellement. C'est un livre choral qui se déroule dans une petite ville de l'Arkansas également, à Stock, ce qui est assez rigolo pour nous Français, une petite ville qui s'appelle Stock, avec un personnage central, le pasteur Richard Weatherford. Et on est dans la tradition d'une famille baptiste avec femmes, enfants et église le dimanche. Vous voyez un petit peu de quoi on va parler là. Richard est victime d'un chantage sexuel, d'un chantage homosexuel, ce qui est le pire de tout. La suite, cher Jake Hinson, on vous écoute. Parlez-nous du pasteur et de ce qui va se passer, de cette histoire. Je veux bien la raconter, mais je préfère que ce soit vous qui le fassiez. Well, the book began with the story of the pastor. He was the first character who sort of came to me. I'm obviously very interested in preachers and pastors, and this one I wanted to write about in a way that was almost kind of more realistic than I've done before. Effectivement, l'histoire commence par l'histoire du pasteur, qui est le premier personnage qui m'est venu
et qui m'intéressait de développer. J'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour ces personnages de pasteurs, de prêtres, et notamment j'avais aussi envie de le voir d'une manière un peu réaliste. I wanted to make him a man who truly believed what he said he believed and yet was very conflicted inside about it. Je voulais vraiment le décrire comme un homme qui croit vraiment en ses croyances, en sa foi, et en même temps qui lutte intérieurement avec tout un tas de doutes. And the story really grew from that. I mean, the other characters sort of became their own people, and that sort of followed different stories in the book. But at the center of it was always that story about the pastor who was conflicted about who he wanted to be, what he wanted to be, and what he believed, and how that sort of all went together. Et l'histoire donc commence de cette manière-là, et après je développe, on va rencontrer différents personnages, on va suivre différents personnages, mais c'est vrai avec toujours ce fil comme ça du pasteur qui sera un peu le fil rouge, et notamment du conflit qu'il a en lui, qui il est, qui il voudrait être, et en quoi il croit. He's a more tortured character than I've written before, I think, and the torture comes from what he wants and what he thinks he should want. C'est probablement le personnage le plus torturé que j'ai écrit, avec ce qu'il veut, ce qu'il voudrait être et ce qu'il devrait être. Alors, comme je disais, c'est un roman choral. C'est-à-dire que chaque paragraphe, vous avez un personnage qui parle. Chaque personnage raconte son histoire et les fils se relient entre eux. Donc nous avons le pasteur, nous avons un personnage qui s'appelle Brian, qui est, comment on pourrait dire, je ne sais pas si comment on peut le traduire en anglais, mais je dirais que c'est le branleur de service, quoi. Facile à voir. Mais c'est vraiment... Voilà, c'est un type c'est un loser parfait. Voilà, c'est le loser parfait. Mais quand je dis vraiment c'est le branleur de service, je vous assure c'est vraiment ça, quoi. Il ne sait pas quoi faire pour se foutre dans la merde. Voilà, c'est ça. C'est un bon gars, si vous voulez, au départ. Mais il est, comment dire, sa bêtise, son manque de réflexion l'empêche de réfléchir et va faire qu'il va devenir ce qu'il n'aurait jamais dû devenir. Voilà, ça c'est Brian. Il y a la femme du pasteur qui s'appelle Penny. Alors Penny, elle élève ses enfants. C'est sa seule tâche, c'est tout ce qu'on lui demande. Elle est dans son rôle de femme. Hein, enfin, vu par le pasteur, entendons-nous bien, c'est pas mon opinion. Hein. Mais bon, voilà, hein, vous avez vu, on est dans un environnement quand même très particulier. Et il y a ce couple d'ados, Gary et Sarah Beth. Et c'est Gary et Sarah Beth qui seront un peu la catharsis du roman, de l'histoire. Voilà, je voudrais que vous me parliez de ces personnages, du personnage de la mère de famille, et notamment le personnage de ces ados, parce qu'ils sont vraiment très intéressants, et puis après on parlera de la structure du roman. Yeah, the story begins when Gary confronts the preacher. The young man Gary and the preacher Richard have had a kind of affair, mostly a sexual affair. And Gary has come to him and says, if you don't give me money, then I'm going to tell everybody, basically. L'histoire commence effectivement quand Gary met un petit peu en difficulté le pasteur, le prêtre, puisqu'il le contacte en lui disant ils ont eu une aventure et une aventure sexuelle, et il va donc lui faire du chantage en lui disant si je n'obtiens pas ce que je veux, je vais le dire à tout le monde, à toute la communauté. In order to raise the money, Richard, the preacher, goes to this other man in town, Brian, the one you talked about,
the dumbass that you mentioned. And Brian has been trying to open a store that sells alcohol in the town, but the town is in a region of Arkansas that is known as a dry county, which means you cannot serve or sell alcohol there. Et donc il y a un chantage, le prêtre Richard doit réunir de l'argent, il va se tourner vers Brian, le branleur, précédemment décrit, qui a lui pour projet d'ouvrir un magasin d'alcool. Il se trouve qu'on est en Arkansas, dans une petite ville et dans une région, donc, et dans une petite ville où qu'on appelle un dry county, donc un sec, dans le sens où il est interdit de vendre, de faire commerce d'alcool. And this is where we get into sort of the local politics of the story, because what Richard says to Brian is, if you help me, if you get me this money that I need to give this kid, then I will help you pass a law that will allow you to open your liquor store in town. Because Richard, as this powerful Baptist preacher in town, is a very powerful voice against people who want to open liquor stores and sell alcohol. So he says to him, if you give me the money, then I will make it so that you can sell alcohol. C'est là que j'aborde la question de la politique locale dans cette petite ville, puisque Richard, donc le prêtre, le pasteur, va dire à Brian, si tu m'aides à réunir cet argent et que je puisse faire taire le jeune Gary, moi je t'aiderai à ouvrir ta boutique d'alcool. Il se trouve que lui, Richard, donc le pasteur, est très puissant, et notamment dans toutes les lois défendant, protégeant la ville de l'ouverture de ces boutiques d'alcool. Donc commence une sorte de chantage dans tous les sens, et effectivement, si tu m'aides à réunir cet argent, moi je t'aiderai à ouvrir ta boutique d'alcool. And so the story really begins when Brian tries to get the money for the preacher, but he doesn't just have the money to give the preacher, so in order to get the money, he steals the money, and this begins the ball rolling. Et l'histoire commence vraiment quand Brian se décide donc à réunir cet argent pour sortir le prêtre de ce chantage. Évidemment, Brian n'a pas cet argent, il va devoir le voler, et donc évidemment, là tout commence. Alors imaginez-vous quand même un prêtre obligé de négocier auprès d'un type qui est nul, quoi, qui est nul à chier, je sais pas comment le dire, vraiment, un type nul, quoi, obligé de négocier sa réputation, voilà, je cherchais le mot, il est obligé de négocier sa réputation auprès de ce type, et donc ça va entraîner un vol. Enfin c'est quand même c'est hallucinant comme histoire. Enfin faut s'imaginer après ce que ça peut donner dans le déroulement de ce qui va se passer auprès de tous les gens. Enfin c'est assez c'est presque inconcevable comme histoire, mais pourtant voilà, pourtant ça se passe, et c'est pourtant ce qui va se dérouler. Alors cette histoire, elle se déroule curieusement. J'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de très fort sur une seule journée. Imaginez-vous, ça se passe sur une seule journée, dans un seul lieu. C'est comme une pièce de théâtre, ce que vous avez fait. Et franchement, on pourrait la tourner en pièce de théâtre, on l'imagine bien. C'est tout à fait original. Maybe that's an interesting insight. I hadn't really thought about it in terms of being a play. I mean, I did set it all on one day, and the day that I set it on... C'est un huis clos, presque. Le huis clos dans une ville. Ouais. Well, that's right, and it's. I mean, and because the town. I mean, you mentioned reputation, and I think the town. The story is very much about how the preacher, Richard, is willing to do whatever it takes to protect his reputation. It all comes down to how people see him. That means more than anything else to him, ultimately. Oui,
Oui, c'est intéressant. Moi, je n'y avais pas pensé à l'aspect pièce de théâtre. Mais vous avez dit une chose intéressante sur la question de la réputation, parce que finalement, tout tient là. C'est comment Richard, ce prêtre, va être prêt à tout pour protéger cette réputation. And that takes place within a very closed world. I mean, the church is a very closed world. In a small, I mean, he has the biggest church in their town, their county, but it's still ultimately a small place. We're still ultimately only talking about a few hundred people who even know who he is. And yet his reputation with those people means more to him than anything else in the world, really. Et ça se passe dans un monde très fermé, même si finalement il est à la tête de la plus grande église et communauté de la région et du comté, mais tout ça tient quand même, tout le monde se connaît, donc tout repose là-dessus, c'est-à-dire que sa réputation entraîne la chute complète de toute cette communauté et de lui, l'image et de ce qu'il a créé, même si ça semble petit, mais tout ce petit monde, tout se tient. En fait, excusez-moi, sa puissance, c'est sa faiblesse. Absolutely, of course, yes. But everything comes out of his reputation, which means that it is the source of all his strength, but it is also the thing that once it's taken away, he has no strength. Absolument, bien sûr, tout vient en fait de sa réputation et tout tient grâce à sa réputation et en même temps c'est ce qui lui donne toute sa puissance, mais aussi toutes les faiblesses possibles, le fait que tout repose sur sa réputation. And as the story goes on, and his wife gets sort of pulled into it, we don't want to talk too much about. I want to leave that for the reader to discover. But as she's pulled into it, I mean, she's sort of faced with the same thing. Her reputation is the source of her power, and her power is based on his. And if he loses his, then she loses hers. It gets very complicated very quickly. Et c'est là que l'histoire effectivement prend toute son envergure et si sa femme d'ailleurs, il ne faut pas trop en dire pour les lecteurs qui n'ont pas encore lu le livre, mais sa femme elle va aussi se retrouver confrontée à cette question de la réputation parce que le pouvoir en fait de son mari, c'est ce qui lui donne aussi sa place à elle et si la réputation de son mari vient à s'écrouler, la sienne également par effet comme ça en écho et donc tout se tient. And one thing I would mention is you talked about how it took place over one day. And the day was this is actually where the book began. My very first thought was that I wanted to put the book on the Saturday between Good Friday and Easter Sunday. It was the day that Jesus was dead. So he died on Good Friday, and on Sunday he rose, but on Saturday, his followers, anything could be possible. There was nothing but doubt for them. And I thought that would be an interesting place to put a book, a novel. Et en fait, une chose que vous avez mentionnée, c'est le fait que ça se passe en un jour. Et oui, le jour où j'ai fait commencer mon histoire, démarrer mon histoire, c'est donc un samedi. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est Jésus est mort un jeudi. Le vendredi, il y a comme ça cette zone et le samedi, cette zone floue, et le samedi, on ne sait toujours pas. C'est au moment où effectivement, tout d'un coup, il y a des choses qui s'éclairent. Donc, je voulais vraiment créer, que ce jour en particulier soit précisément ce samedi. Alors, tous vos livres, et notamment celui-là, tournent autour de ces thématiques. La frustration sexuelle, le conformisme, l'obscurantisme, l'hypocrisie, les codes de comportement. Franchement, vous ne faites pas de cadeaux. I guess so. I guess so. It seemed like, those just seem like interesting themes to explore. I guess I'm drawn to those themes for one reason or another. And the playing out of those themes don't have to take place in a setting in the church, but I think when they do, they become even more complex because there's more sort of issues involved once you bring the church into it.
Oui, effectivement. Mais en fait, ce sont des thèmes que je trouve vraiment intéressants à explorer d'une manière générale. Et quand tout d'un coup ces thèmes en plus prennent place dans l'Église et la question de la religion, là ça devient encore plus intéressant parce que plus complexe. Again, it's that combination of what people want to do and what they think they should do, what they feel like they can do and what they feel like they can't do. À nouveau, je le répète, c'est en fait une combinaison de ce que les gens veulent faire, de ce qu'ils devraient faire, de ce qu'ils devraient ne pas faire. Voilà, c'est toute cette combinaison-là. And of course, people are often attracted to the things they think they can't do. That's the attraction, ultimately. And I think it is, in this book, I think that's part of it for Richard. It is the thing that he can't have, so it is the thing that he wants to have. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est l'attirance de ce qu'ils ne peuvent pas faire, et notamment dans ce livre, en fait, il sait qu'il ne peut pas le faire ou qu'il n'a pas le droit de le faire, il le fait quand même. Alors, je vais juste, avant qu'on reprenne le cours de cet entretien, vous lire juste un petit extrait. C'est Richard, le pasteur, qui parle. Il dit: Je suis Richard Howard Weatherford. Je suis le mari de Pénélope, le père de Matthew, Mark, Mary, Johnny et Russ. Je suis le pasteur de la First Baptist Church de Stock, dans l'Arkansas. Je suis un chrétien, je suis un homme de Dieu. Ce que je ne suis pas, c'est un homosexuel. Cela n'existe pas, les homosexuels. Le concept de l'identité gay est un mensonge du diable, fondé sur l'idée fausse que l'homosexualité est un état de l'être. Si les homosexuels existent, alors Dieu a dû créer les homosexuels. Donc non, il ne peut pas y avoir d'homosexuels. Il n'y a que des actes homosexuels et on peut choisir ou non de commettre ces actes. Je peux me détourner de mon péché, mais d'abord, je dois faire ceci, je dois protéger ma famille, mes amis, mon église. Est-ce que vous voyez exactement ce qu'est ce pasteur? En fait, tout est basé... C'est-à-dire que le pasteur, il a un plan, parce qu'il doit... Enfin, c'est pas lui qui a le plan, c'est Dieu qui a un plan. Et lui, il doit appliquer le plan de Dieu. Dieu ne peut pas avoir créé d'homosexuels. Donc si vous faites un acte homosexuel, vous êtes contre le plan de Dieu et vous devez vous détourner de cet acte. Donc tout est basé... Alors, à la fois, tout est basé sur l'hypocrisie, mais en même temps, il croit ce qu'il dit, il est sincère avec lui-même. Et ça a des conséquences absolument dramatiques. Yeah, and I really wanted... I mean, I really saw him as a conflicted character. You know, he's not just an ugly hypocrite who says one thing and thinks another. He's someone who, in his heart, wants to believe a thing that he knows deeply, even deeper, isn't really true. Oui, je voulais faire de lui un personnage habité par un conflit intérieur énorme, pas juste un hypocrite épouvantable. Donc il veut croire, effectivement, il veut croire à sa foi, à ce qu'il fait, et en même temps traversé par ce conflit intérieur, mais pas juste un épouvantable hypocrite détestable. And that chapter that you read begins with him saying, you know, this is who I am. It's like he's trying to convince himself this is who I am. And that actually happens a couple of different times in the book, and there are a couple of different instances where other characters have a similar kind of thing, you know, where they look in the mirror and they say, you know, who am I really? What am I really? Oui, alors ce début de chapitre que vous avez lu, c'est où il dit en fait, voilà ce que je suis. Et en fait, d'une certaine manière, voilà qui je suis, d'une certaine manière, c'est une façon où il essaie de se convaincre.
Et plusieurs fois dans le livre, en fait, ça revient ce genre de phrases ou de moments où il essaie de se convaincre de qui il est, qu'il sait qui il est et de ce qu'il est. Et c'est d'ailleurs, ça arrive aussi pour d'autres personnages dans le livre, qui à un moment donné se regardent dans le miroir, comme en miroir, en essayant de se convaincre qu'ils ne sont pas ce qu'ils sont en réalité. En fait, on peut se poser la question, le pasteur est-il hypocrite? Dans ces conditions, moi je dis qu'il ne l'est pas. Il n'apparaît pas comme quelqu'un d'hypocrite. Vous parlez des vérités éternelles. Et là, on est dans la vérité éternelle. En tous les cas, de celle qu'il croit, quoi. Yeah, well, it's an important thing because for the Baptist, the most important thing, I mean, what you do is obviously very, very important. But for the Baptist, it's even more important what you believe. It's almost more important that you believe the correct thing than you do the right thing. It's very important that you do the right thing. But the most important thing is what you actually believe, the thing that you swear your allegiance to. And so there's some part of him that even though he is doing things that, he's cheating on his wife, he's having this affair, he's lying, he's stealing, even though he's doing these things, there's some part of him that's still trying to hang on to the idea that because he believes the right thing, then he's going to be okay. En fait, il y a une chose importante à savoir pour les baptistes. Le plus important, c'est ce en quoi vous croyez. Et non pas ce que